Bon, bismillahirrahmanirrahim, on va commencer la deuxième partie du chapitre 1 sur le comportement élastique. Donc, on va parler maintenant sur les matériaux élastiques et les essais élémentaires. Le corps parfaitement élastique, donc le corps qui a c'est-à-dire un comportement parfaitement élastique, c'est-à-dire il a un comportement linéaire et isotrope et le plus simple, ayant des propriétés identiques dans toutes les directions de l'espace. Donc, c'est un corps qui a un comportement idéal. Pour le seul domaine limité des contraintes appliquées, où l'on peut admettre que l'élasticité régit le comportement, il peut en être également de même. C'est-à-dire, si on lui applique, c'est-à-dire toutes les conditions, ou bien les hypothèses de linéarité, d'isotropie, donc on peut admettre que notre corps est élastique, parfaitement élastique. Ainsi, pour des formations alluvionnaires, donc les alluvions de l'oued et de tout, le mode de dépôt par couche horizontale a conduit le plus souvent à un état mécanique anisotrope. Donc c'est la réalité, c'est que l'état ou bien la nature du matériau du sol ou bien des grains alluvionnaires, c'est l'anisotropie. Donc ils n'ont pas les mêmes propriétés dans toutes les directions. Ce n'est pas le cas. Au contraire, de massifs ayant subi des forces tectoniques ou issus de coulées magmatiques pour lesquelles les propriétés sont encore plus anisotropes. Donc toujours, il y a une anisotropie et c'est-à-dire notre corps n'est pas parfaitement élastique malheureusement. On va commencer par un essai. L'essai le plus simple, c'est l'essai de compression ou bien de traction. Donc si on applique comme vous le voyez ici sur la figure, c'est l'état c'est-à-dire c'est l'état de contrainte, c'est une compression. Donc une compression axiale. C'est-à-dire il y a un étirement, donc on va dire c'est une traction. La mesure considérée comme la plus simple du caractère élastique et isotrope d'un solide consiste à soumettre une éprouvette parallélépipédique ou cylindrique de section S à un essai de compression simple ou un essai de traction simple. Donc on a la contrainte, c'est quoi? C'est F sur S, sur la surface S, la surface du cercle, de la base du cylindre. Donc l'extension de l'élément est alors donnée par quoi? Donc il y a une extension, un attirement, ou bien un allongement, ou bien une compression. Rétrécissement, donc delta L sur L. Donc c'est Y. C'est une déformation relative. Donc c'est l'allongement ou bien le rétrécissement sur la longueur initiale. Donc il est égal à Y. Z, donc ici on considère que cet axe c'est l'axe Z et les autres, donc les axes horizontaux sont les axes X et Y. Donc égal à quoi? C'est la contrainte sur E. Parce que selon la loi de Hooke, le sigma égale à quoi? Égale à E fois epsilon. Donc l'allongement, on peut l'avoir, c'est-à-dire si on va faire delta L égale à quoi? C'est le F fois L, le F, parce que sigma c'est le F fois S, donc c'est F, plutôt c'est F sur S, je m'excuse, donc c'est égal, delta L est égal à quoi? Égal à F fois L sur E fois S. Donc directement on peut avoir l'allongement delta L. Toujours pour le même essai par convention, sigma z est négatif parce que c'est une compression. En cas de compression, est positif en cas de traction. Cette extension longitudinale s'accompagne des formations latérales qui s'expriment par quoi? Donc on a vu sigma z axiale, la déformation axiale, mais en même temps, je vous ai dit qu'il y ait des déformations latérales parce que si on comprime un cylindre, par exemple, c'est-à-dire un matériau qui a une forme cylindrique, si on le comprime, donc il va se déformer même dans toutes les directions. Je vais revenir à l'image. Donc vous remarquez ici, s'il y a une compression dans cette direction et une compression dans, c'est-à-dire il est comprimé dans les deux côtés, qu'est-ce qu'il y aura dans ces deux côtés? Il y aura un gonflement. Il va se gonfler dans les directions de X et Y. Donc il y aura une déformation. C'est pour cette raison, c'est-à-dire ces déformations, on les appelle latérales, donc dans les côtés. Donc les YX égale à Y sont identiques, égale à moins nu fois ici sigma Z sur E. Donc comment on a pu avoir ça à partir des équations constitutives, donc les équations qui relient ou bien les matrices
les équations matricielles qui relient entre la contrainte et la déformation. Donc vous révisez, il faut revenir toujours au chapitre 1, vous allez trouver ces relations, donc c'est très très facile. Donc ligne par ligne et colonne par colonne, vous aurez, c'est-à-dire les relations de chaque composante, de chaque epsilon, avec, c'est-à-dire en fonction des contraintes, ou le contrainte, la contrainte en fonction des déformations. Où nu est le coefficient de Poisson. Donc normalement, ça y est, vous êtes familiarisé avec ces propriétés. Nu, c'est le coefficient de Poisson qui n'a pas d'unité. Ces trois relations conduisent à la variation de volume de l'éprouvette. Donc il y aura une variation de volume automatiquement parce qu'il y a des déformations latérales et il y a une déformation axiale. Donc le delta V sur V, toujours la déformation, elle est, c'est-à-dire si on parle de déformation, donc c'est une déformation relative. Donc qu'est-ce qu'il y a comme c'est-à-dire la variation du volume par rapport au volume initial. C'est ça la déformation. Ou bien la variation de la longueur par rapport à la longueur initiale. Donc c'est une déformation longitudinale et ici c'est une déformation volumique. Donc égal à quoi? C'est la somme de toutes les déformations. Donc dans les trois directions. Donc on va c'est-à-dire remplacer chaque epsilon avec sa quantité en fonction de sigma, E et nu. Donc on aura ça. Donc je vous demande toujours d'avoir un stylo et d'essayer de trouver ces relations. Donc il faut les trouver. Vous allez revenir, c'est-à-dire en même temps, vous allez apprendre ces relations et pour vous, c'est-à-dire vous assurer de ces résultats. Donc vous aurez delta V sur V égale à quoi? Égale à epsilon Z. Parce que c'est-à-dire la contrainte, elle est appliquée selon l'axe Z, donc c'est epsilon Z qui est écrit ici, sur E fois 1 moins 2 nu, donc vous remarquez que c'est une relation très simple. Donc le delta V sur V égale à quoi? Égale à la contrainte de compression ou de traction sur le module de Young fois 1 moins 2 fois le module ou bien le coefficient de Poisson. Ceci montre qu'un dispositif permettant de mesurer la seule variation de volume delta V ne permet pas d'accéder directement au module. Donc, on n'aura pas le E directement. Par exemple, pour nu égale à 0,5, valeur maximale du coefficient de Poisson, si vous vous souvenez de la partie 1, on a dit que le coefficient de Poisson est limité entre le 0 et le 0,5. Donc, on ne trouve jamais un matériau qui a un coefficient de Poisson supérieur à 0,5. Donc, le delta V est nul. Si on va remplacer ici le 0,5. Donc on aura quoi? 1 moins 1, 0. Donc on aura le delta V 0. Donc on n'a pas de variation de volume si le coefficient de Poisson égale à 0. Donc il est nul, le sol est déformable, mais incompressible. Donc il y a une déformation. La déformation, elle est selon l'axe, un axe, mais elle n'est pas volumique. Donc il est incompressible ou bien il n'est pas compressible. Donc il n'y a pas de variation de volume. C'est ça, c'est-à-dire le mot. Donc c'est donc la mesure simultanée de yz et yx qu'il y a lieu d'envisager. Donc elle présente cependant quelques difficultés opératoires liées au fait que l'effort F est généralement appliqué par l'intermédiaire de plaques de contact rigides aux extrémités de l'éprouvette. Cela empêche du fait du frottement la libre extension radiale à ce niveau et entraîne une déformation dite en tonneau. Donc tout ça, c'est-à-dire c'est relié à l'essai lui-même, donc à l'instrument utilisé pour faire l'essai de traction ou de compression. Mais c'est-à-dire l'intérêt de cet essai, c'est de voir, c'est-à-dire le type de variation, le type de déformation qu'on a. Donc on a un matériau qui est déformable, mais il n'est pas compressible si on a une traction ou une compression. On passe maintenant à l'essai triaxial. Donc quand je dis triaxial, c'est-à-dire que les contraintes sont applicables ou bien sont appliquées selon les trois axes triaxial, donc les trois axes. Les études expérimentales à l'appareil triaxial constituent la base de la plupart des connaissances actuelles sur le comportement mécanique des sols, donc c'est la base. L'essai triaxial, donc il faut toujours passer par cet essai parce qu'il nous donne plusieurs propriétés lorsque on l'utilise surtout sur un échantillon de sol. Donc vous remarquez ici, par exemple la sigma 1, on l'appelle, si on a, c'est-à-dire ça, c'est l'axe 1, l'axe 2 et l'axe 3, c'est-à-dire c'est pas intéressant,
intéressant de savoir le x, y, mais on a trois axes. Donc par exemple, sigma x, y et z, le x c'est la normale, c'est-à-dire à la base du cylindre ou bien de l'échantillon. Donc on appelle sigma l la contrainte normale verticale parce qu'elle est perpendiculaire à la surface ou bien à la base de normale, ça veut dire perpendiculaire. Donc on l'appelle contrainte normale. Sigma 3 les contraintes latérales. Pourquoi on n'a pas dit sigma 2? Parce qu'elles sont identiques. On a les sigma 1, sigma 2, sigma 3, elles sont identiques. Donc c'est-à-dire on considère, c'est-à-dire on dit sigma 3 seulement. Et en réalité, on a trois contraintes. Donc on a les contraintes principales, sigma 1, sigma 2 égale sigma 3. Donc pourquoi c'est des contraintes principales? Parce qu'on n'a pas de cisaillement. Les contraintes sont toutes sur les axes principaux. Donc on n'a pas de cisaillement tout. Donc directement on dit que les contraintes sont des contraintes principales. Les contraintes normales sont des contraintes principales. Mais ici on dit que ça c'est une contrainte normale et les autres sont latérales parce qu'elles sont dans les côtés de l'échantillon. Donc, de très nombreux types d'essais peuvent être réalisés dans une cellule triaxiale. Par exemple, des essais de cisaillement drainés ou non drainés, précédés ou non d'une consolidation de l'éprouvette sous un champ de contrainte isotrope ou anisotrope. Donc, c'est-à-dire, je reviens au mot drainé ou non drainé. Je vous ai dit toujours, le drainage, c'est quoi? C'est de tirer ou bien de faire sortir l'eau. C'est ça, drainer. Drainer, c'est de faire sortir l'eau des vides. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas d'eau dans les graines, c'est-à-dire dans les graines du sol. C'est-à-dire, on a tiré l'eau, ça y est, on a fait dégager l'eau. Et si on a un essai non drainé, donc l'eau est toujours, c'est-à-dire dans les vides. Elle est localisée dans les vides. Donc on a des types. On a un cisaillement drainé, drained. Donc D, vous trouvez le mot, c'est-à-dire D, la lettre D, ou indrained, un U en anglais. Donc drainé et non drainé, précédé ou non d'une consolidation de l'éprouvette. C'est quoi consolidation? C'est une compression, mais à long terme. Donc elle prend du temps. Une consolidation à long terme, à temps. C'est-à-dire elle est liée au temps. C'est ça, la consolidation. Elle est comprimée, mais c'est-à-dire en fonction du temps. Sous un champ de contrainte isotrope ou anisotrope. Donc vous remarquez qu'on peut avoir plusieurs possibilités. Contraintes isotropes, donc elles sont identiques, c'est-à-dire les propriétés sont identiques dans toutes les directions, dans tous les axes, selon tous les axes, ou anisotrope, c'est le contraire, donc ça diffère. Donc dans chaque direction, on a des propriétés différentes. On peut avoir des essais de consolidation anisotropes, donc c'est la même chose, consolidation anisotrope, des essais de fluage. Le fluage, on va parler de ça dans la viscosité, mais c'est-à-dire pour avoir une idée, c'est quoi le fluage? C'est une contrainte qui est fonction du temps. C'est-à-dire ça dure. Donc si on applique, par exemple, on applique une contrainte sur un matériau, mais on va voir l'évolution de la déformation avec le temps. Donc, si le temps intervient, donc on est toujours dans le cas de viscosité. Donc, le fluage, on va parler plus profondément sur le fluage dans le chapitre de viscosité ou bien viscoélasticité. Les essais de type K0, c'est-à-dire déformation latérale nulle. On n'a pas de déformation latérale, on a seulement une compression, une traction, donc on aura une compressibilité. Des essais drainés suivant des chemins de contrainte imposés. Donc on aura, c'est-à-dire drainer. Donc c'est-à-dire il y a un drainage de l'eau, donc il n'y a pas d'eau. Donc si je dis drainer, donc on aura des propriétés sigma prime, la contrainte effective ou la cohésion effective. Donc tout ça, c'est-à-dire on n'aura pas les mêmes propriétés qu'on pour un sol non drainé. Donc on aura d'autres propriétés, c'est-à-dire l'eau interstitielle, ça y est, elle est nulle. Donc on aura des contraintes primes effectives. Donc tout ça pour le un seul essai, donc on pourra avoir plusieurs types d'essais. Donc en restant dans le cadre strictement élastique, donc je dis toujours élastique. Donc on suppose qu'on est dans l'élasticité parfaite, idéale.
Sur un élément toujours parallélépipédique ou bien le système de contraintes appliquées se réduit à sigma x, sigma y et sigma z. L'application du principe de superposition applicable à l'élasticité conduit aux trois extensions suivantes. Donc, toujours, vous revenez aux équations constitutives, c'est-à-dire la matrice ou bien le vecteur déformation égale à quoi? C'est une fonction de la matrice de contrainte fois la matrice des propriétés nu et e fois le vecteur de contrainte. Donc, on aura ces relations. Donc, je vous demande et je vous redemande de revenir au chapitre 1 où vous trouverez toutes ces équations et vous pouvez avoir c'est-à-dire vous trouvez l'équation générale entre matrice. Donc, vous pouvez la avoir composante par composante. Donc, on aura et vous pouvez même, c'est-à-dire apprendre cette relation est très simple. Donc, le epsilon x, la déformation selon x égale à quoi? Égale à 1 sur e fois sigma x moins les autres, nu fois les autres contraintes. Et c'est-à-dire, etc. Si je parle de la déformation y, donc je vais écrire 1 sur e fois sigma y moins nu fois les deux autres contraintes jusqu'à epsilon z. Donc c'est très simple à apprendre. Sinon, vous pouvez apprendre la matrice complète ou bien l'équation complète et vous pouvez la détailler. Donc pour une éprouvette cylindrique, si on a une éprouvette cylindrique, donc ici, lorsque j'ai une éprouvette qui a une forme d'un parallépipède, donc on aura ces formules. Si elle est cylindrique, donc les contraintes sont égales. Contraintes radiales. Donc c'est des contraintes radiales. Normalement, il y a, c'est-à-dire des détails. Il y a d'autres formules pour les contraintes radiales et tout. Mais ici, c'est-à-dire je vous ai simplifié les choses seulement, ce qui simplifie les expressions ci-dessus. Donc la variation de volume est quoi? Delta V sur V égale à 1 moins 2 nu sur E fois 2 fois sigma R plus sigma Z. Donc il y a ce qu'on appelle sigma R, la contrainte radiale. Une contrainte radiale, je vais vous soumettre sur la plateforme un petit fichier de 2 pages, je pense, où, c'est-à-dire, vous allez différencier entre ce qui est, parce qu'il y a d'autres, c'est-à-dire euh, des composantes radiales et quoi, j'ai oublié. Donc, je vous parle seulement des composantes radiales et ensuite on va détailler d'autres choses parce que je vais pas, c'est-à-dire vous euh, je vais pas, c'est-à-dire vous donner plus de détails parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, je veux rester seulement dans le repère cartésien surtout. Mais ici, je vous ai donné ça, c'est-à-dire si vous trouvez, c'est-à-dire le sigma R dans un ouvrage, dans un livre, donc vous allez comprendre que on parle des composantes radiales. Surtout lorsqu'on a le cylindre, si on a une forme cylindrique. Donc, la déformation volumique epsilon volume et la contrainte effective moyenne sont définies par les relations suivantes. Donc, on aura quoi? On a passé par ça, on a dit que la déformation volumique, c'est la somme des trois déformations, c'est-à-dire les déformations selon les trois axes. Et c'est-à-dire la contrainte effective moyenne, si je parle effective, c'est prime. Donc, la contrainte P' égale, c'est la somme sur 3, parce que j'ai 3 contraintes, donc je vais diviser par 3 pour avoir la moyenne. Donc, epsilon i et sigma prime i sont les déformations et les contraintes effectives principales. Donc, le déviateur des contraintes Q est exprimé pour sa part, on a un déviateur Q égale à quoi? Le déviateur égale à la somme, ou bien le premier invariant égale à quoi? La racine carrée de sigma 1 moins sigma 2 au carré, plus sigma 1 moins sigma 3 au carré, plus sigma 2 moins sigma 3 au carré sur 2. Donc, la racine carrée, donc ça c'est le déviateur des contraintes Q. Normalement, toutes ces relations, ces expressions, vous les avez vues dans le MMC. Donc, juste, on va, c'est-à-dire, chaque fois, je vous fais un petit rappel et de ce qui est nécessaire pour l'utiliser dans ce type d'essai. Je passe maintenant à l'essai eudométrique. Vous connaissez tous l'essai eudométrique, mais ce qui nous concerne ici, c'est de voir les relations
c'est-à-dire les lois de comportement constitutifs qu'on utilise pour avoir c'est-à-dire les formules et les résultats qu'on veut. Donc on peut imaginer un autre type d'essai à géométrie simple qui consiste à enfermer un échantillon de matériau élastique d'épaisseur L dans une boîte totalement indéformable, latéralement, cylindrique ou cubique, et simplement ouverte à sa partie supérieure, où l'on applique par l'intermédiaire d'un piston rigide un effort F. Donc tout ça, normalement, vous le connaissez, mais ce qui nous intéresse, c'est les contraintes et les déformations. Donc si j'ai c'est-à-dire un petit échantillon qui est enfermé, par exemple le sol, je le mets dans une boîte enfermée, donc je mets, c'est-à-dire un matériau poreux dans les deux parties, donc partie supérieure et inférieure, pour infiltrer l'eau, pour faire évacuer l'eau, et puis, c'est-à-dire je vais le comprimer, donc je vais avoir une déformation. Des déformations, c'est quoi? Quel type de déformation? C'est-à-dire quelle est la relation entre ces déformations et les contraintes appliquées. Donc, dans ce cas particulier, les déformations radiales sont évidemment empêchées. Donc, il n'y a pas de déformation dans les côtés. Donc, on aura sigma y égale à sigma x ou bien sigma r égale à 0. Donc, on trouve facilement dans ces conditions. On aura une seule déformation selon l'axe où on applique la contrainte. Si je l'applique selon l'axe Z, donc j'aurai la déformation Z. Parce que les deux côtés et les deux autres côtés sont bien enfermés. Donc il ne pourra pas, c'est-à-dire notre matériau, il ne pourra pas se déformer dans les deux côtés, les autres côtés. C'est pas la même chose comme on a fait pour l'essai axial, l'essai de traction de compression. Donc on avait des déformations latérales, mais pour l'essai eudométrique, on a empêché ces déformations latérales. Donc on aura quoi? Delta L, donc c'est la déformation selon Z égale sigma Z sur E fois 1 plus nu, fois 1 moins 2 nu sur 1 moins nu. Donc ça, c'est une relation commune. Ou bien vous pouvez revenir aux lois constitutives pour avoir cette formule. C'est très simple. Donc on peut imaginer un autre type. Donc c'est la même chose, je m'excuse, j'ai refait la même chose. Donc c'est qui ne permet d'accéder à eux que si l'on connaît nu. Donc si je connais nu et je connais j'ai la déformation, c'est-à-dire c'est ça l'intérêt de ces essais, c'est d'avoir les propriétés du matériau. Donc je prends un matériau et je veux avoir ses propriétés intrinsèques, c'est-à-dire élastiques, ses composantes élastiques, ou bien des constantes élastiques. Je dis constantes parce que chaque matériau a ces constantes qui sont, c'est-à-dire intrinsèques. Donc, c'est-à-dire ça lui concerne lui-même seulement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il faut avoir le nu. Donc, on constate d'ailleurs que si nu égale 0,5, je prends, c'est-à-dire la maximale, je considère qu'il a un coefficient de Poisson maximal, donc c'est un matériau incompressible. Donc, le U, si je prends le nu égal à 0,5, j'aurai quoi ici? Donc, j'aurai un 0, parce que c'est 1 moins 1. Donc, tout ça va prendre le 0. Donc, automatiquement, le E, on va avoir un E nul. Donc le module n'est pas mesurable, on ne peut pas le mesurer, donc il faut diminuer le coefficient de Poisson pour avoir le E. Donc tout ça, c'est-à-dire pour avoir les constantes élastiques. L'essai de cisaillement simple. Donc si j'ai un cisaillement, c'est pas une traction, donc c'est une donc j'applique des contraintes latérales. Donc il y a un autre type de déformation angulaire ou bien une distorsion peut affecter, donc je vais vous donner le schéma. Donc si j'ai ce type de matériau qui a une forme rectangulaire, donc je vais appliquer des forces latérales. Si j'applique une force, donc c'est une contrainte. Donc c'est des contraintes latérales. J'aurai cette déformation. C'est une déformation transversale. N'est pas longitudinale, mais transversale. Donc elle est dans l'autre côté. Donc j'aurai cette déformation qui est transversale. J'aurai quoi? Ou bien ce qu'on appelle distorsion. La distorsion. Donc, c'est-à-dire peut affecter un matériau élastique. Et l'illustration la plus simple, c'est-à-dire c'est celle-ci. Donc on a simplifié, c'est-à-dire c'est ce type d'essai. Le cisaillement simple, parce qu'on peut faire un type de cisaillement simple sur n'importe quel type de matériau.
Donc si l'on applique à la surface S d'un parallélépipède, donc comme celui-ci, c'est pas un rectangle, mais c'est un parallélépipède. Donc on aura un rectangle, un parallélépipède rectangle, non pas un carré. Donc une force F tangentielle des différentes couches élémentaires infiniment petites glissent les unes sur les autres, comme les feuilles de papier d'une pile. Donc il y a un glissement. Donc la hauteur H ne change pas. Cette hauteur ne va pas changer. Donc on aura la même hauteur, mais il y aura une déformation dans cette direction. La hauteur H ne change pas. Seules les arêtes normales au plan d'application de la force tournent d'un angle Y petit, que l'on peut considérer en première approximation liée à la force par la relation suivante. Donc si j'ai, c'est-à-dire un angle Y, donc j'aurai le Y ou bien le gamma. Normalement c'est le gamma. Donc le gamma, la déformation égale à 1 sur G fois F sur S. Donc 1 sur G, c'est le module de cisaillement. Ou bien c'est taux sur G. Taux sur G. Parce que c'est F sur S. C'est quoi? C'est une contrainte. Puisque c'est une contrainte tangentielle, donc je vais l'appeler taux. Donc le gamma égale à taux sur G. Et on va revenir toujours à la loi de Hooke, mais cette fois-ci dans c'est-à-dire le transversal pour une contrainte transversale. Donc j'aurai le taux égal à G fois gamma. Comme si j'écris le sigma égal à E fois epsilon. Donc ça, mais si j'ai, c'est-à-dire un cisaillement, un essai de cisaillement, à la place c'est-à-dire au lieu d'écrire le contraint sigma, j'écris taux. Au lieu d'écrire E, j'écris le E. G. Et au lieu d'écrire epsilon, j'écris gamma. Gamma, c'est la déformation. Ici, c'est la déformation et non pas Y. C'est une déformation, c'est un angle, c'est l'angle gamma. Donc, G est appelé module de cisaillement, le module de glissement ou le module de rigidité lié à E et V par cette relation. Normalement, vous la connaissez de la dynamique des sons. On a fait ça. Donc, G égale à quoi? Égale à E sur 2 fois 1 plus mu. Donc, cette relation, vous devez l'apprendre. Elle est très importante. Donc, la démarche généralement suivie pour déterminer les lois de comportement des sols consiste à dégager des données expérimentales, des concepts simplifiés traduisant les caractéristiques essentielles de leur comportement. Donc les schémas de comportement élastique linéaire, isotrope ou anisotrope ou élastoplastique parfait. Donc si on a une élasticité linéaire associée à un critère de plasticité et à un potentiel plastique, donc on va voir ces termes dans le chapitre de plasticité, donc sont les plus simples et les plus couramment utilisés par les ingénieurs géotechniciens. Donc vous remarquez qu'on n'utilise jamais l'élasticité toute seule. Donc on n'a jamais un comportement parfaitement élastique. Donc il faut toujours le combiner avec un autre comportement. Donc c'est-à-dire c'est pas il faut, mais il est toujours combiné en réalité. Donc les autres schémas sont de type incrémental et non linéaire. Donc incrémental, c'est-à-dire il y a une non-linéarité. Donc les lois de comportement qui en sont déduites, souvent appelées lois de comportement évoluées. Donc il y a une évolution, ce n'est pas des lois de comportement simples. Peuvent être classées en 4 grandes familles. Donc on aura quoi? Les modèles élastiques non linéaires ou hypoélastiques. Donc ils ne sont pas linéaires. Donc on les appelle des modèles hypoélastiques et isotropes, comme le modèle hyperbolique de Dukan et Chang. Donc je vous ai donné, c'est-à-dire des types, des modèles, c'est-à-dire que des chercheurs, ils ont fait ces nouveaux modèles. Par exemple, Dukan et Chang. Il y a des modèles, les modèles d'élastoplasticité avec écrouissage. Avec écrouissage, ce terme, on le trouve toujours lorsqu'il y a une plasticité. Donc, l'écrouissage, c'est comme si on a l'évolution de la contrainte, il y a une évolution de déformation avec l'évolution de la contrainte. Donc, après c'est-à-dire la phase élastique, donc on a cet écrouissage. Donc, on n'aura pas, c'est-à-dire la contrainte n'est pas constante, mais il y a une évolution des contraintes où, c'est-à-dire, va donner plus de déformation. Donc, c'est ça la phase d'écrouissage. Avec une élasticité isotrope, linéaire ou non linéaire, comme les modèles de Camp-Clay. Donc, ces modèles sont très connus, c'est-à-dire ceux qui vont faire, c'est-à-dire les études, leurs études supérieures. Donc, ils peuvent travailler sur ce modèle Camp-Clay, surtout sur les argiles et leurs dérivés, avec une élasticité linéaire orthotrope, comme le modèle de Mélanie. Modèle Mélanie, donc ça c'est un autre chercheur.
Par exemple, les modèles d'élastoplasticité à plusieurs mécanismes avec une élasticité isotrope non linéaire vont donc vous remarquez, c'est-à-dire si vous revenez c'est-à-dire au paragraphe précédent, on a dit qu'on pouvait avoir plusieurs types de cette réaction. Donc on a, selon le cas, si on a drainé, s'il y a une isotropie, s'il y a donc drainé, non drainé, donc il est consolidé ou non, il est linéaire ou non linéaire. Donc vous remarquez pour chaque cas, on pourra combiner entre deux cas, avoir un modèle. Donc les modèles d'élastoplasticité à plusieurs mécanismes avec une élasticité isotrope non linéaire, comme les modèles de Hughes et ses dérivés, de Leyde et de Cambou. Donc c'est des noms de chercheurs qui ont trouvé ces modèles. Par exemple, des modèles d'élastoplasticité, vous remarquez qu'il y a une combinaison entre l'élasticité et la plasticité, intégrant la viscosité, comme le modèle de Sekugi Ota, donc Sekuji, donc c'est japonais, qui a été utilisé dans la modélisation des remblais, lorsque le fluage joue un rôle important. Donc vous remarquez, s'il y a fluage, donc c'est une viscosité, donc c'est un fluage. Par exemple, l'élasticité linéaire, vous remarquez qu'il y a une c'est-à-dire linéarité entre la contrainte et la déformation, et elle est réversible, donc c'est une élasticité linéaire. L'élasticité non linéaire, donc il n'y a pas, c'est une élasticité, donc il y a une réversibilité, mais la liaison entre sigma et epsilon, elle n'est pas linéaire, c'est pas une droite. Par exemple, l'élastoplasticité avec écrouissage positif, vous remarquez l'écrouissage, c'est ça. Donc, après cet état, on rentre dans la phase plastique. Parce que c'est quoi la phase plastique? Si je cesse d'appliquer cette contrainte, donc j'aurai pas, c'est-à-dire la déformation, il va rester déformé. Donc, il ne va pas revenir à l'état initial. Il ne va pas avoir la déformation nulle. Donc, ça y est, je suis rentré dans l'état de plasticité. Mais écrouissage positif, c'est quoi? Donc il y a une déformation avec l'augmentation de la contrainte, elle est positive. Donc vous remarquez ici, elle est négative. L'écrouissage est négatif, donc si la déformation, même s'il y a une diminution de la contrainte, mais ça continue à déformer. Donc le epsilon, il y a toujours epsilon, mais elle est négative. Donc le sens contraire. L'élastoviscoplasticité, vous remarquez viscoplasticité, donc il y a élasticité, viscosité, plasticité. Donc vous remarquez sigma, si je parle de viscosité, vous remarquez qu'il y a toujours le temps qui intervient. Donc il faut avoir toujours l'évolution de la contrainte et la déformation en fonction du temps. Donc on va voir ça en détail dans le chapitre de viscosité. Je vous ai donné un petit exercice à faire. L'analyse, donc je vous ai donné les résultats, mais je vous demande de faire les détails, de me donner les détails. Donc un échantillon de sol placé dans un moule cylindrique à parois indéformables. Il faut bien tracer sous le mot indéformable est soumis à une pression. Donc un moule cylindrique à parois indéformables est soumis à une pression verticale Q et une pression horizontale P. Donc vous remarquez, j'ai deux pressions, c'est des pressions, c'est pas des charges. Donc déterminer les différentes composantes de la matrice de comportement élastique. Je veux cette matrice, sachant que Q égale 50 kPa, nu coefficient de Poisson égale 0,40 et E le module de Young égale 25 MPa. Deuxièmement, déterminer la déformation axiale epsilon i. D'accord? Donc je vous demande de le faire, mais je vous ai donné c'est-à-dire le résultat, mais je veux les détails. Donc si j'applique, normalement je peux écrire de cette façon, mais la façon la plus c'est-à-dire juste, normalement il fallait faire le moins, parce que les directions. Si je vous demande aussi de tracer cet état de contrainte, il faut le tracer. Donc tracez-moi un cylindre avec les trois axes et l'application des deux contraintes et me donner les résultats. Donc je veux les relations entre les contraintes et les déformations. Donc ça, c'est des formules qu'on a pu avoir à partir c'est-à-dire c'est ça les contraintes, les équations constitutives. Ça, on a eu ça d'après quoi? D'après les relations que je vous ai données dans le chapitre 1. Je veux plus de détails. Je veux avoir ces équations matricielles et ensuite vous me donnez, c'est-à-dire chaque cas, c'est-à-dire chaque composante
c'est-à-dire avec les résultats, avec l'application numériques. Je veux voir l'application numérique. Et enfin, on peut avoir le déformation axiale si c'est-à-dire je prends l'axe Z, c'est l'axe horizontal, vertical, donc c'est epsilon ZZ. On peut avoir ça et il y a une application numérique, mais je veux avoir cet exercice en détail. Donc il n'est pas bien détaillé, je veux voir les détails, mais en appliquant avec le moins P et moins Q, et non pas P, P et Q. Parce qu'il est plus juste, plus juste, c'est-à-dire on va c'est-à-dire voir la direction des axes. Il faut prendre en considération la direction des axes. Donc ça, je termine ce chapitre avec cette petite application. Je veux avoir le travail du chapitre 1, du chapitre 2, ce chapitre, lors de notre rencontre le mois de janvier, Inch'Allah. D'accord. Donc ça, c'est des références bibliographiques pour vous aider. C'est mes sources de faire, c'est-à-dire ce cours. Et je vous souhaite une bonne lecture. Et salam.